Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Louis Le Gaudin, qui a travaillé longtemps au CCN, le Centre chorégraphique national, le phare, et a été attaché culturel à Sao Paulo, au Brésil. Puis, nous entendrons une chanson de Ligiana Costa. Bonjour Louis Le Gaudin. Bonjour. Alors, je vous appelle parce que vous avez travaillé pendant 4 ans au phare en tant que secrétaire général et que vous vous êtes retrouvé ces dernières années comme attaché culturel au Brésil. Exactement. Alors, notre association Maison de la Culture du Havre est très curieuse de savoir comment se transmettent les arts, comment on fait se rencontrer les publics et les artistes ou les artistes entre eux, etc. Et du coup, ça m'intéresserait beaucoup de savoir un petit peu votre rôle, que ce soit au phare bien sûr, et ensuite en particulier au Brésil. Très bien. On peut faire ça ? Alors oui, parlez-moi un petit peu du phare peut-être. Oui, alors j'en profite déjà pour les saluer, saluer toute l'équipe, leur transmettre toute mon amitié. Oui. J'imagine que très bientôt, d'ici quelques semaines, pourra se produire ou non Festival Fahrenheit. Alors j'invite vraiment tous les auditeurs à se rendre au Festival Fahrenheit et à participer à cette manifestation qui a vraiment tout mon cœur. Oui, on croise les doigts. On croise les doigts. Hein. Oui, c'est ça. Oh là là. Oui. Et oui, bon là c'est peut-être un peu plus du point de vue d'une institution culturelle française, mais là, un des souvenirs, par exemple, au CCN, ça a été une coopération qui est née avec le West Kowloon Cultural District Authority à Hong Kong, qui liait cette institution culturelle hongkongaise avec le phare, le CCN du Havre, et qui s'est concrétisé par une création d'Emmanuel Godine pour des danseurs hongkongais. Oui, donc, c'est ça a été une superbe rencontre entre Emmanuel et entre ses danseurs, entre deux cultures différentes, les cultures hongkongaises et la culture française. Oui. Et après, ça c'était pas le cœur de mon métier en tant que secrétaire général au phare, et ça l'a été beaucoup plus en tant qu'attaché culturel au consulat général de France à Sao Paulo, puisque là mon travail était principalement, voire uniquement, de monter des coopérations artistiques entre la France et le Brésil, et plus précisément avec la circonscription sud du Brésil, c'est-à-dire de Sao Paulo jusqu'à la frontière brésilo-uruguayenne. Ah, d'accord. Voilà, c'était pour le sud, parce qu'on est plusieurs consulats au Brésil, et chaque consulat a en effet quelqu'un qui s'occupe de la culture. Bon, c'est-à-dire, après, São Paulo étant une ville de 21 millions d'habitants, une ville monde. Faut savoir qu'il y a plus de Libanais à São Paulo que de Libanais au Liban. C'est là où c'est la plus grande, c'est là où se retrouve le plus grand nombre de Japonais en dehors du Japon, parce qu'il y a une forte population japonaise. Oui, exactement. Oui. C'est là, pareillement pour les Sud-Coréens, pareillement pour les Italiens. C'est une ville une ville incroyable. C'est une ville où tout le monde est à São Paulo, quoi. C'est dans une ville de 21 millions d'habitants. Faut imaginer que c'est une ville qui est aussi grande que le département du Morbihan. Ouh là là, oui. Donc c'est le hub culturel du Brésil et si ce n'est le plus gros d'Amérique du Sud. En effet, beaucoup d'artistes, beaucoup de compagnies passent par São Paulo avant de se diriger à Buenos Aires, au Chili, à Santiago, ou même dans d'autres villes du pays, et on retrouve en effet à São Paulo des partenaires artistiques incroyables, et dans tous les domaines, que ce soit la musique classique, le théâtre, la danse contemporaine, l'architecture, les arts visuels, une biennale incroyable. Oui. Et voilà, donc quand on arrive au Brésil, quand on est français, quand on arrive au Brésil, il faut se dire que le Brésil a déjà un passé colonial très fort. Oui. Et donc a une relation toute particulière à l'Europe, notamment, puisque parfois le Brésil est beaucoup plus tourné vers l'Europe, vers l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, que vers les autres pays de son propre continent.
Ah oui, Et au Brésil, dans le milieu culturel et artistique, il y a une forte pensée décoloniale, une forte pensée aussi post-féministe, afro-féministe. Oui. Et donc en effet, en tant qu'attaché culturel pour une organisation diplomatique étrangère, il faut arriver à São Paulo. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, en tout cas, de manière très humble, puisque voilà, on peut pas. Il est hors de question de faire du néocolonialisme basique. Ah, bien sûr. Donc, bien sûr. Quelle formation vous aviez, Louis? Alors la formation, d'abord littéraire, en littérature étrangère, puis en gestion. Donc ça, je l'ai fait entre la France et l'Espagne, et après en gestion des arts et de la culture que j'ai fait en Belgique et que j'ai terminé au Canada. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Et vous aviez appris le portugais? Alors le portugais, j'avais appris en effet il y a 12 ans quand justement j'étais étudiant à l'université de Nantes, où voilà, le portugais était une des langues de ma licence. Et puis je l'ai ravisé très concrètement sur place au Brésil. Et moi c'est venu vraiment très très vite, puisque moi j'ai des facilités avec les langues, et puis en parlant des espagnols, ça donne déjà des bases pour après apprendre le portugais. Mais en effet, il fallait absolument parler portugais pour exercer ce métier. Et voilà, et donc c'était l'occasion où toutes les coopérations que j'ai pu monter, j'ai toujours été soucieux en effet de créer du sens, même entre l'équipe française se dirigeant au Brésil, le lieu où se produit, le territoire dans lequel les représentations s'inscrivent, pour et même aussi penser par exemple à la rentabilité entre guillemets de la tournée, parce que justement on est voilà, là j'étais là-bas de 2017 à 2020. On voyage plus de la même manière maintenant qu'on voyageait au début des années 2000. C'est-à-dire, par exemple, un spectacle avec 12 personnes en tournée qui viendraient faire juste 2 dates au Brésil, on ne soutenait pas, puisque écologiquement ça ne fait aucun sens. Ah oui, écologiquement, vous dites même pas financièrement. Aussi financièrement, mais même écologiquement. Parce que ça fait 12 personnes faire un aller-retour. Faire des traversées atlantiques pour se présenter 2 fois. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. Donc voilà, on s'attachait vraiment, on va faire des projets qui génèrent le maximum de sens, et qui auront du coup aussi un impact d'autant plus grand. Donc voilà, on a fait plein de choses, que ce soit faire venir des ensembles musicaux, faire venir des compagnies, d'ailleurs, que pour certaines vous avez accueilli au Havre. Vous avez peut-être pu voir au Havre, je pense à Dominique Gilliot, à Nina Santes, aux gens du Terpan, voilà, tous ces artistes, hyper intéressants, qui sont passés par le Havre, et qu'après du coup j'ai eu le plaisir de pouvoir accueillir au Brésil. C'était super. Ah oui, bien sûr. Alors, votre rôle était effectivement pluridisciplinaire. Vous vous occupiez pas seulement de danse, mais de tous les arts. Pas que exactement, de tous les domaines artistiques, que ce soit en effet des arts visuels, aux vidéo art, en passant par les arts numériques, par l'architecture, par les arts vivants. C'était hyper large. Après, bien évidemment, chaque attaché culturel a ses propres connaissances, et il est impossible de tout connaître. Donc, et après, on se fie très largement aux partenaires qui, eux, travaillent depuis des années avec la France, et eux, du coup, aussi connaissent également tous les réseaux, les artistes français, et font eux-mêmes leur programmation, alors qu'avec d'autres, en effet, on peut vraiment coprogrammer ensemble. Et ça c'est génial, parce que même du coup, c'est l'occasion soi-même d'apprendre énormément de choses sur son propre pays. C'est super. Ah oui. Par exemple. Moi, j'ai appris, par exemple, je sais pas, la culture musicale, culture baroque, par exemple. Je me suis passionné pour la musique et la composition et la danse baroque au Brésil. C'est au Brésil que j'ai rencontré énormément de chercheurs, énormément d'artistes qui notamment font des recherches sur le baroque français en musique et en danse, et c'est avec des partenaires brésiliens que j'ai appris plus précisément ce courant artistique français. Ah oui. Pas que européen. Oui, bien sûr. Et alors
vous aviez on parlait de financement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des possibilités ou au contraire des freins au niveau des finances, au niveau des subventions, au niveau de l'argent? Oui, alors financièrement, alors je dis ça aussi, peut-être qu'il y a des artistes qui nous écoutent. Voilà, il faut savoir qu'il y a différentes institutions en France qui permettent de cofinancer un projet de diffusion à l'étranger. Donc il y a bien sûr l'Institut français Paris, il y a les instituts français locaux, Oui, il y a peut-être des agences, il y a aussi des agences régionales. oui, Peut-être que certains départements, certaines régions, certaines villes même peuvent participer également au projet. oui, D'ailleurs, j'en profite pour saluer amicalement Delphine Bauchelin et Marie Bazir. Delphine oui, Bauchelin qui bien est sûr. venue au Brésil, à Brasilia, à deux Voilà. reprises, seulement pour un projet de résidence. Oui, Bon, je m'égare. Donc, financièrement, alors du côté français, il oui, y a eu en effet quelques baisses, mais ça c'était suite à des changements juridiques de notre action. Mais en effet, c'était surtout vu que nous ne finançons pas intégralement oui, tous les projets que nous avons menés au Brésil. Nos partenaires brésiliens, eux, participent, mettre la main à la poche et font aussi en sorte de concrétiser le projet. Alors, il faut savoir que voilà, moi je suis arrivé au Brésil en 2017, oui, c'est-à-dire en janvier 2017, et l'impeachment de Dilma venait d'avoir lieu. C'est le vice-président qui après a pris le pouvoir, donc Temer. oui, Ensuite, quand Temer, 2 ans plus tard, en 2019, c'est Bolsonaro qui arrive au pouvoir, et entre-temps, des élections municipales où, pareil, le parti de droite remporte les élections à la ville de São Paulo. oui. Et là, ça a été pour la culture ces dernières années, voilà, et la culture, elle a été, mais genre, meurtrie. Ah là Alors, là. meurtrie au mieux, donc c'est-à-dire que São Paulo, Oui, voilà, je pense que São Paulo, il y a encore il y a une diversité culturelle, bien évidemment, mais je pense par exemple à Rio oui, de Janeiro, oui. où là, la création contemporaine est même plus que meurtrie, là, c'est, Ah là là. les Oui, institutions culturelles carioca oui, ont quasiment plus d'argent. oui, Il y a plus de fonds pour la création. C'est devenu extrêmement compliqué. Et à Sao Paulo, pareil, oui, c'est devenu très très compliqué pour les artistes brésiliens. Notamment cette année, enfin l'an passé, il y avait la Biennale de la danse, qui oui, est la plus grosse Biennale oui, de la oui, danse au oui, Brésil, oui, dans une ville proche de São Paulo qui s'appelle Campinas. oui, Et du coup, je connais différents chorégraphes, danseurs, et on parlait un soir après un spectacle, et en fait, pour certains et nombre d'entre eux, ils n'avaient plus dansé depuis 6 mois, puisque oh là là. on programmait quasiment plus, puisque les partenaires n'avaient plus forcément d'argent pour pouvoir continuer leur propre programmation. Oui, Je pense par exemple aussi à d'autres festivals qui programmaient que des artistes internationaux, oui, puisqu'il est devenu plus facile, par exemple, pour certains partenaires de programmer des artistes internationaux oui, que avec en effet une aide financière des organisations diplomatiques, c'est plus facile de faire ça que de programmer des artistes brésiliens, puisque là il n'y a plus d'aide. Mais Bolsonaro a détruit le ministère de la Culture. oui, Non, c'était vraiment c'est des années hyper compliquées pour les artistes et les mais institutions oui, on imagine culturelles effectivement. brésiliennes. Et Oui. là, le Covid en effet n'a aidé en rien. Alors là, oui, sûrement, sûrement, Ouais. sûrement. Vous avez été aussi durement touché. Oui, on a dû durement. Personnellement, j'ai fait 6 mois de confinement. 6 mois Puisque de nous, on a confinement. commencé Oui, 6 mois. Oui, on a commencé le confinement une semaine après la France, au mois de mars, oui, et mon contrat se terminait fin août. Donc moi, je suis sorti de confinement fin août, mais les autres ont continué. oui, 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 non, on a été durement touché. oui, oui, C'est un des pays les plus touchés par le Covid. oui, c'est ça. Au Brésil. Alors, Bolsonaro a donc coupé les fonds et comment est subventionnée la culture alors comment? Alors, au Brésil, il y a différentes manières. Bon, je vais vraiment synthétiser, Oui, bien puisqu'évidemment, sûr. on pourra en parler plus longtemps. Oui, Alors, au Brésil, le ministère de la Culture ne finance pas directement des projets culturels ou Oui. artistiques Oui. artistiques. oui, Il passe par une loi rouennaise, c'est une loi de défiscalisation fiscale
des fiscalisations qui permet aux entreprises de défiscaliser à 100% un impôt et en plus d'avoir un retour marketing, puisque à travers la communication du projet artistique. Donc, il faut savoir que finalement qui mène la politique culturelle au Brésil, ce sont surtout les entreprises privées. Oui. Ce sont elles qui vont choisir quel événement aider. Donc vous doutez bien que un festival de musique pop ou un grand festival de musique classique ou le cinéma ou un festival de théâtre par exemple vont intéresser d'autant plus les entreprises plutôt que je sais pas un festival de danse contemporaine ou de musique expérimentale par exemple qui du coup va avoir un impact un impact différent auprès des publics. Donc c'est en effet c'est pas il y a une répartition qui n'est pas très enviable. Et bon après il y a évidemment des fondations privées. Des fondations bancaires ou d'entrepreneurs, le CESC notamment, qui est vraiment très très puissant au Brésil, surtout à Sao Paulo, et qui eux prennent finalement un peu la relève et développent des projets également de territoire au Brésil. Mais après, voilà, n'oublions pas que le Brésil est une fédération, donc dans chaque État, le système est un petit peu différent. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il en est du public, des publics? C'est-à-dire? Quand il y a une manifestation, donc tous les projets que vous avez pu réaliser là avec vos partenaires, les publics étaient au rendez-vous, vous avez touché qui, voilà. Ouais. Alors en effet, le public. Alors je sais pas par exemple en une année, durant mon mandat, moi, je me suis attaché à développer vraiment les partenaires pour diversifier notamment notre action et du coup le profil des artistes accueillis. Et évidemment fait un impact différent sur les publics. Donc en une année, on a accueilli à Sao Paulo plus de 70 artistes, on a mené plus de 120 événements, même plus que ça d'ailleurs, on était à plus de 150 en 2019, plus de 150 événements, et en effet l'impact est énorme, surtout à Sao Paulo. Et oui, parce qu'imaginez, on est dans une ville de 21 millions d'habitants. On montre je pense notamment à une exposition qu'on a montée, qu'on a accueillie, qui était l'exposition du jeu de paume montée par Georges Duberman, qui s'appelle Soulèvement. Oui, vous l'avez vu, on l'a accueilli à Sao Paulo. Là, elle a été accueillie dans le CESC Pinheiros, qui est en fait une institution culturelle dans un quartier très fréquenté. Et là, on est monté à plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Ah oui. Alors un public mélangé? Un public mélangé? Ah oui, un public mélangé, puisque ce genre d'organisation, les CESC, accueille vraiment des publics totalement différents. En effet, après, si on parle de la musique classique, on n'est pas du tout dans le même constat. On n'est pas du tout dans le même constat, notamment de par le prix que ça coûte d'accéder à ces concerts. Et oui, c'est dans des milieux beaucoup plus élitistes et du coup beaucoup plus blancs, beaucoup plus homogènes. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de pensée décoloniale. Est-ce que toutes ces problématiques se retrouvent au niveau des créations, au niveau des artistes, au niveau des publics? Énormément. Au niveau des artistes, énormément. Beaucoup aujourd'hui, intègrent dans le cadre de leur création ou s'inspirent, etc. des mouvements décoloniaux. Je sais pas, par exemple, là, il y a quelques mois, ou c'était l'an passé, Lia Rodrigues, qui est une chorégraphe brésilienne, qui se produit énormément en France, est passée à Caen et a fait un spectacle justement sur le mouvement noir au Brésil. Je pense notamment à une penseuse, alors ça je vous invite vraiment à lire, c'est Jamila Ribeiro. Jamila, D-J-A-M-I-L-A et Ribeiro comme Ribeiro, est une philosophe brésilienne, une des philosophes les plus emblématiques du mouvement afroféministe. Et surtout qui parle beaucoup alors en portugais on dit lugar de fala, en français ce serait peut-être il y a forcément une expression mais je la connais pas en français, c'est
le lieu à partir duquel on parle, c'est-à-dire se positionner soi-même et Voilà, voir l'impact d'accord. à sa propre parole. Oui, Je pense aussi notamment à une exposition qui a été au Brésil qui s'appelait Histoire Afro-Atlantique, oui, une exposition qui sont déroulées dans différents musées à Sao Paulo, oui, une exposition qui a été félicité par le New York Times comme la meilleure exposition au monde en Oui. 2018. oui, Et cette exposition, justement, montrait les liens entre le continent africain et le continent brésilien et définissait notamment l'océan Atlantique comme un océan noir. ah oui, oui, Voilà, en parlant vraiment de la déportation, bien sûr. d'énormes, de centaines, de millions d'ailleurs, de millions Oui, d'Africains réduits en esclavage Oui, sur les terres oui. brésiliennes. oui, Parce que oui, voilà, en Oui. effet, on Mm. parle. oui, Il faut savoir qu'au Brésil, par exemple, plus de 60% de la population carcérale au Brésil est noire. bien sûr, j'imagine. La quasi-totalité des politiques sont blancs. Ah, oui. Même ça, on le voit même sur les planches d'un théâtre ou dans le public. Hein. Ah oui. Le public est majoritairement blanc. Mais est-ce qu'on parle pas d'appropriation culturelle au Brésil? Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on reprocherait à des artistes blancs de s'approprier la culture africaine bien sûr. ou Non, noire? bien sûr, Oui. bien sûr, ça, bien sûr, on en parle, mais mais après, le Brésil est une population métissée. Ah oui. Donc, c'est-à-dire les personnes, les artistes qui ont des peaux plutôt blanches, on va Oui. dire, Oui, oui. plutôt claires, C'est mais ça. pas pour autant que les artistes n'ont pas de descendance noire. Donc après il y a plein de je vais pas parler à la place des Brésiliens et je suis sûr qu'il y a peut-être même des Brésiliens au Havre qui seraient ravis d'en parler à ma place. Oui, oui. Mais en effet c'est des thématiques qui mettent en mouvement vraiment tout l'élément brésilien. Voilà, c'est un discours public et politique hyper fort, quoi. Oui. Ouais. Mais Et on j'imagine. retrouve dans tous les événements, que ce soit la Gay Pride, que ce soit Oui. l'équivalent de la fête de la musique au Brésil, voilà. Oui. Et alors, vous avez senti du racisme, peut-être, lors de votre séjour? En fait, c'est que le racisme, il existe, mais il n'est pas forcément. Il peut être visible. Il y a en effet, comme en France, comme en Europe, des actes racistes quotidiens. Et bien sûr, il faut les condamner. C'est plus possible en 2020 d'avoir encore des pensées racistes. Oui. Et au Brésil, en effet, il y a un autre racisme, une sorte de racisme cordial. Alors même vous disiez aussi un racisme systémique, où voilà, comme je vous disais, quand on pense à la population carcérale, ou même quand on pense aux politiques, ou même quand on pense que ce soit juste même au public dans les théâtres, c'est par exemple des personnes diaristas. Diaristas, ça veut dire qu'ils travaillent à la journée. Oui. Ils sont généralement des personnes qui travaillent au sein des maisons, font le ménage. C'est ça. Et on les paye à la journée. Ces personnes-ci sont majoritairement noires. Oui. Alors que, par exemple, les dirigeants d'entreprises, de grosses entreprises brésiliennes sont majoritairement blancs. Les politiciens sont très grande majorité blancs, alors que l'ethnie blanche au Brésil, je sais plus exactement le pourcentage, mais c'est moins de 20% de la population brésilienne. Si on regarde par exemple les salaires entre la répartition des salaires entre différentes ethnies, c'est incroyable. Mais bon, après voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, par exemple, l'éducation au Brésil, c'est-à-dire que voilà, les personnes, plus une personne est riche, plus elle aurait tendance à être blanche, à avoir la peau blanche. Et les personnes qui sont plus pauvres au Brésil auraient, là vraiment, je généralise, plutôt des peaux noires. Oui, bien sûr. Et donc, il faut savoir, du coup, ça se retrouve à travers l'éducation, par exemple. Où l'éducation publique au Brésil jusqu'à l'université n'est pas de bonne qualité. Ce sont des écoles privées, mais des écoles privées où les frais de scolarité sont peut-être à 3 000 reais par mois. Et 3 000 reais par mois pour un enfant, sachant que le salaire minimum est de 900 reais.
C'est ça. Mais est-ce que vous avez profité quand même, mais non, c'est une question bête que je pose, de nous on est habitué à la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut en profiter là-bas au Brésil? Est-ce qu'on peut avec, je sais pas. Non, dans quel sens? Ben, c'est-à-dire, est-ce qu'on rencontre des gens qui sont assez libres pour parler librement, pour exprimer leur opinion? Parce qu'en plus, ils sont dans un régime dictatorial. Alors c'est pas enfin en effet Bolsonaro met à mal la démocratie, mais alors on n'est pas encore d'accord, oui, pardon. Oui, le terme, oui, bien sûr. Mais je comprends. Comment en effet, je prends le cas par exemple, il y a aussi un mouvement politique qui s'appelle le MST, c'est-à-dire mouvement des personnes sans terre, parce qu'il y a énormément d'expropriation au Brésil, et notamment aussi en fait ce mouvement-là est aussi un mouvement qui s'occupe des personnes qui vivent dans la rue et ont des sortes d'énormes squats, enfin on peut dire ça en français, oui, des occupations, des sortes d'occupations dans des immeubles autour de São Paulo. C'est un mouvement qui est très féminin puisque dirigé par des femmes. Oui. Et notamment, il y a une femme noire qui est emblématique de ce mouvement-ci et qui a, en effet, déjà énormément de menaces de mort, de menaces judiciaires, pour justement, on n'écoute pas forcément, quoi. Donc, après, voilà, je vais pas faire de généralité, j'aurai juste des exemples. Eh bien, écoutez, Louis Legaudin, je suis très contente. Ma foi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que vous avez été très, très satisfait de ce séjour. Oui, extrêmement. C'était vraiment une super expérience. Alors, vraiment, j'incite toute personne qui a envie d'essayer d'être attaché culturel, peut aller sur la plateforme du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle Transparence, c'est là où sont diffusées les offres. Et également pour les plus jeunes, puisqu'il est possible de faire des VIA, donc du volontariat international en administration, et qui permettent justement d'avoir des expériences de 2 ans maximum en diplomatie culturelle, donc culturelle au sens élargi, scientifique, linguistique, artistique, et c'est vraiment pour des profils juniors et de pouvoir en effet du coup travailler dans différents instituts français de par le monde ou différents consulats. Ah, mais écoutez, c'est très gentil de donner tous ces conseils. Merci beaucoup, Louis. Et puis alors, à bientôt. Peut-être on vous verra au Havre bientôt. Allez, à Fahrenheit. C'est ça, exactement. Alors, à Fahrenheit. Au revoir. Me abrace nesse instante, me console deste mundo que lá fora se destrói. Aqui dentro te protejo e você também protege o país que a gente faz. Sairmos dessa casa, entrelaçamos nossas mãos, nosso amor, revolução. Se aqueles plantam ódio, nós seguimos nos amando e o sol brilha para nós. My love, nice to the world, nice to me. My love, uma dança, te convido para a rua. Podemos cantar pra lua. Se as rimas são banais, nosso afeto é resistente. Nosso mundo sem corrente. I love woman, is she nice to the world and nice to me. My love woman, is she nice to the world and nice to me. My love woman, is she
Viva Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain à 11h. Rendez-vous sur notre site et notre page Facebook. Et enfin, rejoignez-nous, adhérez. Bonne semaine, au revoir.